Effectivement, donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Arnaud Bessanier, je suis doctorant, je suis salarié de l'IoT Valley, donc j'y travaille. Bon, aujourd'hui, là, c'est un peu plus complexe avec le Covid, donc on est tous en télétravail, je vois, quasi. Et donc, pourquoi en fait on fait des meet-up? Ben, on crée ces formats tout simplement parce que ben, il y a des changements brutaux de nature différente, sociétaux, économiques. Là, on voit un peu plus des changements avec le Covid, donc plus environnementaux et puis d'autres problèmes économiques. Donc, on s'est dit, à l'IoT Valley, notre projet, c'est que eh bien, la startup, c'est l'un des moyens donc, que les entrepreneurs ont pour pouvoir tacler ces problèmes le plus rapidement possible. Or, pour grandir, ces entrepreneurs-là, ils ont besoin de savoir, de retour d'expérience, ils ont besoin de ce socle-là. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on organise donc, ces rencontres Meetup. Donc, aujourd'hui, c'est Jérémy donc, qui vient. Désolé, je suis en train en même temps d'ajouter. Ouais, c'est bon. C'est Jérémy qui vient nous raconter et nous faire ce plaisir, cet honneur d'échanger avec nous. Déjà, bonjour Jérémy. On s'est eu au téléphone hier soir, à 10 minutes, 15 minutes. On a préparé ensemble. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc, pour moi, c'est la première fois qu'on va faire un meet-up en ligne. Mais de toute manière, je pense que ça va bien se passer. Voilà, il y a quasi tout le monde qui est connecté. Donc, pour tout le monde, pour planter le décor, Jérémy, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Toi, tu as quel âge? Tu viens d'où? Tu as fait quoi comme études? C'est quoi tes passions? Pour nous dresser le personnage de Jérémy Charrois. Ok. Alors déjà, je pense que le format, c'est 1 heure, c'est ça? On a 40 donc minutes on a plus 40 20 minutes, minutes de questions, hein. exact, Ok. 40 minutes où on Donc, discute. on va pas trop. Donc, Jérémy, j'ai 36 ans. Écoutez, moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé 3 ans en finance au départ, en audit et après en transaction services, c'est la partie M&A des cabinets d'audit. Et après, j'ai tout lâché. Je me suis mis à risque pour créer une boîte parce que j'avais toujours voulu créer quelque chose depuis tout petit. Et on a lancé avec 2 associés la Lab, qui est une application d'impression de photos. Donc le petit projet finalement est devenu gros projet. Ça s'est bien développé. À la fin, donc on a lancé en 2012. On a vendu la société en 2016, donc assez vite. Et je suis resté jusque mi-2018. Et quand je suis parti, la société faisait à peu près 15 millions de chiffre d'affaires et surtout très rentable, plus de 3 millions de résultats. Et mes passions, donc moi j'aime bien tout ce qui est ski, kitesurf, marche, nature, vélo, voilà pour ce que j'aime bien. Et après, depuis la Lab, j'ai investi dans une vingtaine de sociétés. J'ai pris une année off parce que l'expérience avait été quand même très intense. Enfin, j'appelle ça l'entrepreneuriat à la dure où on a très peu levé de fonds et on a beaucoup fait nous-mêmes. On avait une très petite équipe. On était une quinzaine. Donc, ça fait presque 1 million de chiffre d'affaires par employé, ce qui est assez rare. Et du coup, ça nous a, comment dire, j'avais besoin de faire un petit break. Et là, je réfléchis à relancer un projet. Donc, je regarde différents secteurs, mais je regarde tout ce qui a relation avec l'impact environnemental. Voilà. Dans Bon, la mais finance, dans l'énergie. Enfin, bref, il nous faudrait plus d'1 heure pour en parler. non, mais après, les gens auront ton contact ou quoi s'ils veulent te poser des questions sur tes velléités entrepreneuriales, les projets que tu vas poursuivre ensuite. Bon, c'est une parfaite introduction, donc on va voir comment tu as monté le projet La La Lab depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat, les projections? Enfin voilà, tu as dressé le panorama Ok. parfait. Alors, tu disais qu'au tout début, tu étais donc, je crois, chez KPMG, c'est ça? Enfin, toi, tu faisais de l'audit. Tu as aussi passé Oui. par la FUSAC. Enfin, c'est des métiers assez rigoureux, assez chiffres. Et tu voulais lancer plusieurs boîtes pendant cette période-là, même un petit peu avant, enfin, pendant tes études. Donc, tu disais dans un autre podcast que tu voulais lancer une sorte de Doctolib, une boîte de caleçons qui faisait des caleçons bio, je crois. Et alors, Mhm. ces idées entrepreneuriales-là qui sont venues, qui sont venues à toi, pourquoi tu les as jamais concrétisées? C'était pas les bonnes idées? C'était quoi le contexte? Pourquoi tu n'as jamais saisi l'opportunité? Alors, le Doctolib, c'était en 2008-2009, donc on a Ouais. été très précurseurs. Je pense que quand tu lances un projet, le time to market est très important. En fait, on était peut-être un tout petit peu en avance. Moi, elle est venue parce que je bossais au Luxembourg et en fait, je n'avais pas de médecin traitant là-bas. Et donc, pour prendre rendez-vous, c'était ultra compliqué. Il fallait appeler à chaque fois. Et je me disais, si le planning était en ligne, ce serait plus simple. Et en fait, on a fait une erreur, c'est qu'on a sondé des parents de copains qui étaient médecins et ils nous ont dit non, non, j'utiliserai jamais ça.
En fait, ce qui arrive souvent dans une idée, c'est qu'on en parle et si c'est trop novateur, trop disruptif, les gens en fait qui faisaient autrement avant ne comprennent pas l'innovation. Donc là, on a trop écouté les parents, mais de toute façon, je pense que time to market était peut-être un peu trop tôt. Et après, pour les caleçons et les chaussettes, c'est que c'était un business très concret, de l'habillement, et l'habillement est très concurrentiel. On avait fait quelques BP de prévision de CA et on trouvait que le risque par rapport au reward, par rapport au marché était faible. Voilà. Donc puis on s'est dit qu'on était bon dans la tech. Enfin, comment dire, c'est pas qu'on était bon dans la tech, on faisait de la tech depuis jeune avec un ami d'enfance depuis on avait, je sais pas moi, 14-15 ans. Et on s'est dit autant mettre ça à profit parce que c'est vraiment le secteur où il y a beaucoup de choses à changer. Okay, donc d'un côté, c'était le type to market qui était pas bon du tout, vous étiez trop en avance. Donc vous aviez écouté les feedbacks utilisateurs, enfin potentiels utilisateurs, on va revenir là-dessus. C'était intéressant pour Lalala, comment vous avez structuré cela. Et puis d'autre côté, pour les caleçons bio, vous voulez mettre en avant vos compétences tech, quoi. C'était le projet. Et alors, Les caleçons bio, il y a clairement un marché. Si tu regardes aux ouais, US, en Europe, il y a Pissox, par exemple, même des chaussettes, des Suédois, je crois qu'à l'époque, ils faisaient plus de 200 millions de chiffre d'affaires. Et puis, ok. tu as eu des marques en France de caleçons qui ont bien marché. Après, il y en a d'autres qui ont moins bien marché, comme quoi c'est un marché compliqué. Ouais. Euh, j'ai un copain justement qui a une marque de caleçons, c'est des marchés c'est compliqué. Voilà. Ok. Ouais, je suppose qu'il y a beaucoup d'investissements en amont. Ça dépend comment, enfin, avoir pas mal de trésorerie. Enfin, ça doit être c'est un autre marché. Alors, Voilà. on va parler un petit peu de la genèse du projet Lalalab. Donc, si j'ai bien compris, tu avais lancé un Yellow Corner en ligne, c'est ça? Et donc, c'était un autre projet, donc une autre boîte. Et donc, tu le lances pendant 6, 7, 8 mois, c'est ça? Et puis, Ouais. puis, en fait, tu décides de t'arrêter euh, sur ce projet-là. Alors, autant les autres, vous avez fait des BP et puis vous vous êtes dit, en fait, là, c'est trop compliqué, vous avez eu des retours utilisateurs, bon, ça ne marche pas. Là, vous aviez quand même mis 6, 7, 8 mois de votre vie dans un projet, puis là, tu arrêtes le projet. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, là, non, mais en fait, on va dans le mur ou ça ne va pas? Là, je dirais qu'on a été bon parce qu'on a été capable d'abandonner un projet qui ne marchait pas. Et parfois, il y a deux écoles. Il y en a, ils disent qu'il faut s'accrocher et ça va marcher. Donc, tu auras forcément des histoires dans le monde de personnes avec des projets qui n'ont pas marché pendant 5 ans, puis tout d'un coup, ça a décollé. Ouais, Mais nous, on s'est rendu compte que en fait, les gens n'étaient pas prêts à dépenser 300 euros pour acheter une œuvre en ligne. En tout cas, à cette époque, parce qu'on était en 2011, 2012. Et qu'en fait, le marché était clairement en retail. Donc, ce qu'a fait Yellow Corner, hein, je pense que Yellow Corner vend surtout dans leur magasin, mais vend beaucoup moins en ligne que ce qu'on croit. C'est un peu comme un Jimmy Fairley, par exemple, les ok, lunettes. Je pense qu'ils vendent beaucoup en magasin, mais peu en ligne. Et après, en fait, quand tu as des magasins, ça te permet de vendre en ligne, finalement. Mais s'il n'y avait pas de magasin, ils vendraient très peu en ligne. Et du coup, on a droppé, on s'est dit, on arrête, on va repasser sur notre projet. Enfin, c'est juste que moi, je prenais des photos depuis longtemps et j'ai eu un iPhone en 2008, donc parmi les premiers à avoir l'iPhone. Et je me rendais compte que je prenais beaucoup de photos et que c'était compliqué de les imprimer. Après, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas plus d'acteurs qui le faisaient, parce que les acteurs traditionnels de la photo comme Photobox, Seaway en Allemagne ou Shutterfly aux US, ils me disaient en fait c'est tellement simple de faire une app, finalement ils vont le faire. Enfin, c'est pour ça qu'on a eu cette idée pendant 1 an avant de le lancer et on s'est dit mais c'est simple, si on va là-dessus, c'est un marché où en fait on va avoir une durée de vie de 1 an ou 2, le temps que les gros fassent une app. Et en fait, il s'avère que le mobile est bien plus compliqué que ce qu'on croit et qu'en fait, les gens qui sont sur le web ont du mal ont souvent alors aujourd'hui, c'est moins vrai parce que le savoir, il est public et il y a beaucoup plus d'experts mobiles qu'à l'époque. Mais je pense, par exemple, en acquisition mobile en 2012, en France, les experts, il y en avait, ça se comptait sur les doigts de la main, quoi. Il y en avait très peu. ouais. Donc du coup, en fait, on a réussi à prendre cette avance parce que je crois que dans la vie aussi, il faut regarder les trends, donc il faut regarder un petit peu les différents changements. Et donc, il y a eu le web, il y a eu le mobile, et puis là, il va y en avoir sûrement un prochain. J'imagine que c'est l'impact, c'est pour ça que je me mets là-dessus. Mais quand on est au début de la vague, c'est assez facile à surfer. Et nous, on avait un marché qui explosait, c'est-à-dire que on a commencé, je crois qu'il y avait 30 ou 20 millions. Je ne sais même pas s'il y avait Instagram quand on a commencé, mais au début, il y avait très peu d'users, ça montait en 5-10 millions. Et maintenant, Instagram, c'est des milliards d'utilisateurs. Et Instagram, clairement, c'est une app de photos. Donc, on voit que puis même au niveau des terminaux, les photos sont de bien meilleure qualité qu'avant. Donc, ça nous a permis de surfer sur cette vague. Déjà, juste une question qui me vient à l'esprit quand tu me dis ça. Là, tu me dis au début, donc, enfin, 2012,
2010-2012, c'est le début des apps, enfin, du web. Et après, on a eu les évolutions technologiques. Et là, tu me dis le prochain marché, en tout cas la prochaine, euh, là où il y aura en tout cas des opportunités entrepreneuriales, ce sera dans l'impact. Mais l'impact, ce n'est pas une technologie en soi. Là, tu viens de me citer deux types de technologies. Là, l'impact, c'est plus, tu vois, c'est plus englobant, plus. Non, mais en fait, tu peux le voir aussi par rapport aux capitaux, c'est-à-dire en bourse, par exemple. Si tu Ouais, regardes la vague, il y a eu des startups qui ont commencé dès 2000, et puis après, depuis 2010, il y a eu une explosion des valorisations tech. Donc, ça va sûrement continuer. Et puis, par exemple, un investisseur il va se poser la question, bah, dans quoi j'investis? Est-ce que je continue à investir dans la tech ou c'est quoi les boîtes de demain, en fait? Et je pense qu'il y aura, tu le vois avec les plans de relance, tu le vois avec les enjeux climatiques que la Terre va devoir faire face. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui vont être déployés là-dedans. Après, c'est juste mon humble avis et ça se trouve, je me trompe complètement, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand tu es sur un business où tu es porté par une vague avec quelque chose qui se développe fortement, ça aide. C'est ouais, comme, en fait, je crois que tu voulais parler de ça, mais quand on a lancé la lab, je crois qu'il y avait 500 000 apps sur l'Apple Store. Aujourd'hui, je ne sais plus les chiffres en tête, mais je pense qu'on a plus de 2 millions. Et ouais. c'est comme le web, c'est-à-dire que tu lançais un site web. J'avais rencontré les pionniers du web qui ont lancé des trucs en 98. Ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient, enfin, ils n'y connaissaient rien. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus facile de lancer un site web. Enfin, je ne sais pas si c'était plus facile, mais c'était plus cher parce que les serveurs coûtaient plus cher, le développement était plus cher, mais il y avait beaucoup moins de concurrence. Et après, le time to market n'était pas bon parce que les gens commençaient des choses avant la DSL. Mais on va dire qu'entre 2005 et 2010, le web était plus facile qu'aujourd'hui. Tu parles vraiment du web. Ouais. Et après, les apps, c'est pareil. C'est que nous, au début, si tu regardes un Instagram, il y a en 2000, je sais plus la date de lancement d'Instagram, mais c'était très sommaire comme UX. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est au wagon, limite, il le crée en un mois. Alors que maintenant, quand tu sors une app, tout est vraiment très bien fait. Il te faut un design, faut un ou deux designers, il te faut du dev. Enfin, aujourd'hui, tu peux plus te permettre de lancer un truc bancal. Il y a presque plus de bugs d'ailleurs. Tu sais, une app, quand elle bug, elle se crache. Moi qui utilise pas mal d'apps sur mon téléphone, c'est très très rare d'avoir des crashs. Ce que j'avais souvent en 2010 par exemple. En fait, ça peut être rédhibitoire pour les clients. À peine ça bug, bon, ben, en fait, ça marche pas son truc, je le désinstalle et puis next. Ah ouais, aujourd'hui, il y a une qualité de. Bah, tu peux plus te permettre de lancer un truc bancal. Moi, le premier design de la Lab, c'est moi qui l'ai fait en fait. Donc, je Ok. suis pas designer et donc le premier logo et tout. Enfin, aujourd'hui, tu lances ça, je pense que Non, c'est mais, compliqué. non, mais en tout cas, Après, aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y a beaucoup plus d'argent. Donc, après, je ne compte pas la levée de fonds et forcément les lever à tout prix. Mais aujourd'hui, tu peux trouver de la. Enfin, tu as des gens qui lèvent, je sais pas, 500 000 ou 1 million pour lancer un truc qui est sur un PowerPoint, on va dire. Donc c'est aussi plus facile de faire des choses bien. et donc, quand vous aviez commencé, donc tu étais avec deux Julien, deux cofondateurs, vous étiez Ouais. trois en tout. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce que tu as choisi ces profils-là pour t'entourer? Comment tu les as, comment tu as décidé, eux, ils vont m'aider et avec eux, je vais monter le projet? Et puis aussi, est-ce que vous étiez tous à temps plein? Est-ce que vous vous rémunériez sur le lancement au début ou est-ce que tu avais plutôt des économies de côté? Enfin, tu vois, ce que je veux mettre en Alors, c'est le fait de se lancer sans être payé. Voilà. ouais, alors déjà, les associés, je les ai pas vraiment choisis. Il y en a un, c'est un ami d'enfance et du coup, il développait, enfin, il a fait une école de commerce aussi, mais il est dev, enfin, il dev en parallèle, donc je dis que ça ferait un bon match. Et puis l'autre, on l'a rencontré, enfin, c'est un copain qui l'a rencontré dans un train par hasard et lui, il dev aussi, il était dev mobile, donc c'était parfait parce qu'on avait besoin d'une app mobile et on s'entendait bien et du coup, on s'est dit, on va le lancer comme ça. Ça n'a pas été une recherche d'associés pure où tu rencontres plein de monde et tu sélectionnes Ouais. ton associé. Mais ça marche aussi. Et après, au niveau salaire, j'avais mis un peu d'argent de côté. Mais ça a été dur, quoi. Ça a été, nous, en tout, il y a eu un passage à vide sans salaire de presque 4 ans, enfin 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. Donc, j'ai eu 2 ans de chômage, j'avais un petit chômage à l'époque. Et après, il y a eu 2 ans sans rien. On faisait attention à tout, on minimisait les dépenses. Donc, je te dis, c'était de l'entrepreneuriat à la dure, quoi. Vraiment obligé de sous-louer un appartement à Paris parce que personne ne voulait nous louer quelque chose. Finalement, Julien et Julien, ils sont repartis à Nancy parce que Paris était trop cher. Donc, on a travaillé à distance pendant presque 1 an et demi parce que eux, ils étaient à Nancy. Enfin, ouais, c'était compliqué. Après, aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, là, on peut réduire ce gap c'est parce qu'aussi, on a étiré sur 2 projets qui nous ont fait perdre, entre guillemets, 2 ans. Et sur la lab, c'est parce qu'on avait fait le choix de tout investir dans la boîte, en fait. Au début, comme on n'avait pas levé de fonds, quand tu fais
Je crois que sur les premiers 4 mois de la première année, on a fait 5 000 euros. Ben, tu ne payes pas de salaire, enfin 3 salaires avec 5 000 euros. Et donc, on préférait investir tout ce qu'on avait dans un designer en freelance ou dans des choses qui allaient être utiles à de la boîte. Voilà. Le point de départ de la boîte, c'était plutôt… Et au passage, juste pour préciser, Ouais. on avait aussi des activités en parallèle et ça, c'est pas bien en fait. Je pense que quand tu lances une boîte, il faut être. Enfin, moi, j'aime pas les side projects. En fait, ça marchait peut-être à l'époque parce que c'était moins professionnel de lancer une boîte. Enfin, on est dans les startups, donc on disait que tu pouvais faire un truc vite fait, et puis personne ne te reprochait. Enfin, on te reprochait pas ton design, etc. Mais aujourd'hui, tout est tellement propre, tout est tellement nickel que faire un site, c'est compliqué en fait. Et ouais, nous, mon ami d'enfance, Julien, il était sur un autre truc en même temps et ça nous a fait perdre du temps au début. C'était un peu dommage. Voilà. Ouais, il faut vous payer des prestats à droite à gauche pour enflouer les caisses ou pour vous payer d'autres Bah, trucs. en vrai, tu vois, le trade-off entre lever et faire un truc à côté, clairement, aujourd'hui, la question se pose plus parce que les levées sont tellement faciles, entre guillemets. L'argent est pas cher, enfin, les valos sont assez hauts, donc on se dilue quand même peu. Entre faire ça et faire un side et garder 100% de capital, chacun pèse son comme il veut, mais je pense que la levée est plus avantageuse. Ouais. Bon, c'est une philosophie, mais ok, je comprends. Ouais. Euh, du coup, la question que je voulais te poser, c'était là, la philosophie du projet, c'était est-ce que c'était d'abord le marché que vous visiez? Vous voyez une demande expressément, c'était voilà, on veut imprimer nos photos qu'on a sur nos iPhones, ou est-ce que c'était plutôt on a déjà développé une technologie, un petit MVP, et puis on va pousser cela? En fait, non, c'était pas une philosophie de créer une grosse boîte, c'était un side. À la base, c'était un Qu'est-ce qu'on site, doit du pas coup. faire? Ouais. Qu'est-ce qu'on doit pas faire? Mais on s'est dit, on va lancer cette app. Il y aura une demande et puis ça nous permettra de nous payer chacun 2 000, 500 euros et puis on pourra bosser sur d'autres choses. Et en fait, le truc s'est emballé. Mais clairement, non, au début, c'était répondre à un besoin, c'est-à-dire imprimer des photos. Et comme je t'ai dit, comme on pensait que les gros allaient arriver et que en fait, c'était une question de timing et qu'en fait, il n'y a pas de raison qu'une petite boîte arrive à le faire par rapport à des gros qui étaient déjà là avec leur labo, etc. Puis finalement, on a bien exécuté, on a trouvé des très bons labos, on a mis du temps, on a trouvé des bons labos. Au début, on expédiait les photos nous-mêmes, on a imprimé les photos nous-mêmes. Après, on a trouvé des labos avec qui on sous-traitait et on a vraiment tout optimisé. Puis on est devenu une grosse boîte où à la fin, on pouvait faire 10, 15 000 commandes par jour sur les périodes de Noël. Ouais. Donc en fait, il y a plein d'exemples comme ça de personnes qui ne voulaient pas créer quelque chose de gros et finalement qui se retrouvent avec une belle boîte. Et du coup, le MVP, vous l'avez. Donc, au début, c'était un side project, là, là, là. Puis, vous avez lancé l'activité. Enfin, Ah oui, sur le MVP, on l'a lancé très vite parce qu'on avait fait cette erreur sur les deux boîtes précédentes où on avait mis du temps avant de lancer quelque chose. Et là, on s'est dit, je crois qu'on s'est mis à bosser sur l'app en juin et on voulait que ce soit lancé début septembre. c'est juin Et 2012. juin 2012 et on a réussi le challenge, c'est-à-dire qu'on a lancé une app en 2 mois et ça nous a permis en fait, c'est top d'avoir un produit qui est live le plus vite possible parce que tu as des feedbacks clients et ça t'évite de bosser sur des trucs inutiles. Donc, on avait pris le pari, on avait beaucoup de feedback clients. Je sais pas, moi, quand je suis parti là, on devait recevoir jusqu'à 40 000 feedback clients par mois et ça te permet de développer que les features que les clients te demandent. Donc ça, c'est top parce qu'on disait souvent, on avait une petite règle entre nous, si un client demande quelque chose, tant pis. Par contre, si tu en as 25 qui le demandent sur le mois, bon, on le met dans notre planning, on va essayer de l'intégrer. Et en fait, on bossait que pour… et c'est ce que font les boîtes aussi, comme par exemple, comment c'est qui le patron C'est un Ouais. autre exemple dans la grande distrib. Ils font ils sondent beaucoup leurs clients pour savoir ce qu'ils doivent faire. Donc, ils ont repris un process un peu de digital dans le milieu réel et ça marche très, très bien. Là, tu disais que vous aviez combien de feedback clients par semaine? À la fin, non, par mois, 40, 50 000 feedback, ouais. Alors, comment tu écoutes qui? Tu fais des stats, tu regardes. Nous, on veut qu'il y ait Il y 7 en a beaucoup qui étaient comment dire, standardisés. Donc, il y en a beaucoup, c'était des notes. Donc, en Ouais, fait, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est de l'analyse. Ça te sort un graphique à la fin où on suivait un peu c'est notre propre NPS. Ce n'était pas un NPS sur 10. Net Promoter Score, c'est un ouais, indicateur pour suivre ta qualité de service. Et nous, il était sur 5. Et du coup, quand il était à 4,4, 4,5, on était vraiment content. Quand on voyait qu'il descendait à 4,1, 4,2, il s'est dire qu'il y avait un problème. Et après, il y avait aussi en fait, les clients pouvaient nous mettre un message. Et donc là, par contre, lire 40 000 messages, c'est compliqué. Mais en vrai, il n'y en avait pas 40 000 parce que des messages, c'était peut-être, je ne sais plus, 20% des commentaires. Et ça, on le réaiguillait automatiquement vers notre service client qui le transformait en un ticket.
Et donc, c'était répondu en fait. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un nous avait contacté en nous disant qu'il avait un problème. Donc non, clairement, c'est super important. De toute façon, c'était un vrai problème chez Lalalab, le service client. Enfin, pas un problème, mais un challenge parce que tu te retrouves avec beaucoup d'emails clients. Tu peux pas faire de service téléphonique pour un panier moyen à 25 euros, sinon tu t'en sors pas. Et il faut que ton service client réponde quand même assez rapidement dans 5 langues pour un prix quand même compétitif parce que tu peux pas te permettre de dépenser 3 euros par ticket client Du coup, si tu veux être rentable. dans votre équipe, vous aviez des personnes, parce qu'à la fin, la Lab, c'était quand même, ça couvrait une bonne partie de l'Europe. Donc, Ouais. vous aviez des germanophones, des hispanophones, des anglophones, vous avez tout ça dans Non, votre on équipe. était obligé sur le service client. Ouais, mais en fait, c'était des personnes qui n'étaient pas au bureau. Enfin, quand j'ai dit tout à l'heure, on était 15, c'était 15 personnes au bureau. Mais Ouais. service client, c'était 25 personnes. Ouais. Mais ils n'étaient pas intégrés dans l'entreprise, c'était des personnes avec qui vous Ils n'étaient pas au travaillez. bureau parce que ça servait à rien. Enfin, de toute façon, tous les débats maintenant avec le Covid, on y est. Mais Ouais. enfin, nous, on avait fait le constat que ça ne sert à rien de déplacer quelqu'un pour répondre à un client. En fait, enfin, surtout quand tu as des bureaux dans Paris, c'est compliqué. Surtout que les salaires, malheureusement, du service client ne sont pas les mêmes qu'un développeur web, un développeur mobile à Paris, quoi. Donc, il y a des personnes qui travaillent chez elles. Ok. Et donc, comment est-ce que, à un moment donné, enfin, tu parlais justement, tu disais, nous, un feedback client, enfin, un client, c'est donc 30 euros, un panier moyen, quoi. Enfin, je ne sais pas combien il dépensait. Un feedback client, enfin, c'est-à-dire, l'objectif, c'est quand même que ce client-là, il réachète derrière. Il se réengage, qu'il ne fasse pas du one-shot. Comment est-ce que tu fidélisais derrière tes clients sur l'app? C'était quoi ta stratégie? Alors, le repeat, désolé Ouais, pour tous les anglicismes, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est clé dans le business en fait. C'est-à-dire qu'un site de e-commerce, s'il n'a pas de repeat, ça ne sert à rien, il faut arrêter. Enfin, vraiment, je ouais, donne souvent l'exemple de grosbill.com, ça a été vendu à 1 euro, ça faisait 150 millions de chiffre d'affaires, je crois. Donc en fait, un site de e-commerce qui n'a pas de repeat ne vaut rien. Et Amazon, s'ils sont aussi puissants, c'est qu'ils ont un repeat de dingue, surtout avec le Prime où les gens s'abonnent carrément pour commander sur Amazon tout au long de l'année. Donc c'est la clé. Et nous, bah, la clé pour recommander, je pense que déjà, il y a un truc qui est évident, c'est pourquoi les gens recommandent, c'est la qualité de service. C'est-à-dire pourquoi les gens commandent sur Amazon, c'est parce que ça arrive en moins de 24 heures. Je ne suis vraiment pas un partisan d'Amazon, désolé, mais bon, en même non, temps, c'est un des meilleurs exemples du e-commerce. Les gars sont vraiment très bons. C'est-à-dire que ça arrive vite. Le prix, on ne sait pas vraiment si c'est pas cher, mais on croit Amazon que c'est toujours le bon prix. Et il y a une qualité de service. Si ça vous est déjà arrivé de recevoir un truc qui ne marchait pas, les gars le remboursent et parfois ils demandent même de ne pas renvoyer le produit. Donc c'est assez hallucinant. Et nous, c'était pareil. C'est-à-dire qu'un client qui nous disait j'ai pas reçu mes photos, on renvoyait les photos gratuitement. C'est-à-dire, vous pouvez faire le test, désolé, mais c'est-à-dire que si vous commandez sur la lab, vous avez reçu les photos, vous dites je les ai pas reçues, généralement on les renvoie. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne se prenait pas la tête pour ça. Et vraiment parce qu'on voulait une qualité de service maximale. Et donc, je pense que le repeat, il y a plein de choses qui encouragent le repeat. Hein. Et il y a effectivement les newsletters, les push notifications. Il faut parler au client, essayer de réactiver le client, etc. Mais la base du repeat, pourquoi les gens commandent, c'est la qualité de service. Donc, la clé, c'est d'avoir une app qui fonctionne bien, un produit qui est livré dans les temps. Super compliqué quand on livre sur toute l'Europe, surtout dans le sud de l'Italie où la poste ne fonctionne pas très bien. Et après, un produit qui plaît quand on le reçoit, enfin toute l'expérience, et se dire, bon, voilà, je vais recommander. Donc nous, on avait un très bon repeat. Ouais. ok. Donc, alors juste, je me permets de faire une petite interlude. Pour toutes les personnes qui sont connectées, on écoute Jérémy, vous pouvez poser toutes vos questions si vous en avez sur le chat. Ensuite, on les reprendra d'ici 15 minutes. Et puis avec Jérémy, on parcourra les questions et puis on y répondra. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, tu disais donc qu'il y a des métriques importantes donc dans le e-commerce et donc il y a aussi enfin, dans les apps par extension pour parler de ce qui te concernait. Donc tu parlais donc de repeat, à un moment donné tu parlais de lifetime value. C'est quoi les métriques que tu regarderais toi aujourd'hui quand tu veux créer une app? C'est quoi ce qu'il faut absolument avoir en tête quand on veut être sûr qu'une app fonctionne quoi? Au tout Alors, début, attention, là, on parle d'app et nous, c'était du e-commerce. Donc ouais, là, je vais plus te parler de e-commerce. ok, Mais en e-commerce, tu vas regarder la marge. Donc, s'il y a une app, en fait, si tu vends un service, je sais pas, un abonnement comme Petit Bambou, il n'y a pas forcément de marge. Enfin, ouais, c'est presque que de la marge. Mais on va dire, tu vas regarder la marge, c'est vraiment important. Et puis après, tu vas regarder ton coût d'acquisition client. Euh, et en fait, tu vas regarder ton panier moyen. Enfin, il y a plusieurs choses où tu peux actionner pour augmenter. En fait, tout le débat chez la Lab, c'est de pouvoir financer une acquisition qui coûte de plus en plus cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Facebook, Instagram, Google, etc. Le coût de ces plateformes est de plus en plus élevé pour faire de la publicité dessus. Et pourquoi? Parce que les grands groupes et les boîtes deviennent enfin, toutes les boîtes deviennent de mieux en mieux. Et donc, par exemple, si tu as un Alab avec un panier moyen à 25 € et que tu es en concurrence avec un Uber qui a sûrement pas un panier moyen, mais une lifetime value qui est plus élevée qu'un Alab parce que tu prends plus souvent un Uber qu'imprimer des photos. Et après que tu es en concurrence avec, par exemple, un Mercedes qui va faire de la pub, mais en mode branding avec pas de logique héroïste, c'est-à-dire ils vont juste mettre un budget média pour te mettre Mercedes dans la tête. Donc, du coup, tu te retrouves avec des réseaux qui sont de plus en plus encombrés. Et tout le challenge, c'est de pouvoir continuer à dépenser sur ces réseaux. Donc, ce que tu fais, c'est que tu veux augmenter ton panier moyen déjà. Ouais. Tu veux augmenter ta conversion. Donc, il faut avoir une app qui convertit. Ensuite, avec un panier moyen élevé et avec un repeat qui est le meilleur possible. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de logique. On va dire que le premier truc à regarder en e-commerce, c'est la conversion de ton site, le panier moyen, la marge, comme on avait dit au départ, et après le repeat. Et tu fais un mélange de tout ça qui te permet de le comparer à ton CAC, qui est ton coût d'acquisition client, et d'être sûr que du coup, tu es rentable. C'est-à-dire que si tu payes, je sais pas moi, 5 € le clic sur Google et que tu as une conversion de 1%, donc c'est-à-dire que tu payes 500 € le client et que derrière, tu vends quelque chose à 500 € et que tu as une marge de 20%, désolé, je suis dans les chiffres, c'est-à-dire que tu fais que 100 €, tu as payé 500 € à un client et tu gagnes 100 €, donc tu as un problème derrière. Alors, à moins que tu aies un repeat de dingue et que les gens font ça tous les mois, ça peut fonctionner. Ouais. Mais s'il n'y a pas de repeat, tu n'y vas pas. Après, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de levées de fonds et donc il y a beaucoup de startups qui vendent à perte. Si vous regardez les chiffres des boîtes US, parce qu'aux US, il y a beaucoup d'IPO, enfin d'introduction en bourse, donc les chiffres sont publics. Et vous regarderez que je crois que du coup, Uber, hier, ils ont encore annoncé, bon, Uber, c'est spécial avec la crise, mais je crois qu'ils perdent 1 milliard sur le trimestre. Ça veut dire qu'il y a plein de boîtes qui vendent à perte, ce qui est interdit. Si vous avez une boulangerie et que vous vendez la baguette de pain à 10 centimes, en vrai, vous n'avez pas le droit. Enfin, on n'a pas le droit de vendre à perte. Mais en startup, on le fait. Et du coup, vous vous retrouvez en concurrence avec des boîtes qui peuvent vendre à perte. Donc parfois, cette logique-là que je viens de vous décrire, elle ne s'applique pas parce que le but, c'est de prendre le marché et on pense qu'un client va être mieux valorisé que la boîte. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Je suis sûr que c'est vrai que quand tu parles de Facebook, Instagram, tout ça, c'est bondé. Et puis on est en concurrence avec toutes ces boîtes-là que tu dis. Donc il faut trouver des moyens un peu plus, pas sournois, mais en tout cas, il faut être plus malin qu'eux et trouver les bons hacks. Mais ça, voilà, il faut être un peu geek ou en tout cas, faut se plonger dans le thème. Tu as jamais parlé de content, c'est-à-dire que tu vendais donc des impressions en photo. Tu as fait que de l'acquisition outbound, c'est ça? C'est-à-dire tu achetais des pubs, tu utilisais des leviers payants. Mais tu faisais Non, jamais non. des contenus, toi. Ah, si, plein, mais si. Mais déjà, on était fort sur les réseaux sociaux. La Lab, c'est presque 500 000 aujourd'hui, je pense, followers sur Instagram. Ouais, Donc, on était fort sur les réseaux. En contenu, si. Déjà, tes pubs, tu as besoin de contenu, hein. Après, on a testé tous les canaux. On a testé de la télé, on a testé de la radio, on a testé même des banderoles de pub qu'on traînait sur les plages avec un avion. Enfin, on a fait plein de trucs. Mais ce qui marchait le mieux dans notre domaine, à l'époque en tout cas, c'était Facebook, Instagram, parce que ouais. c'était traqué, parce qu'on avait acquis une expérience là-dedans qui était bonne. Après, on bossait aussi vachement le viral, c'est-à-dire que il faut que quand tu as un client qui vient de l'acquisition payante, par exemple, il faut qu'il en parle à sa famille et qu'il en parle à ses amis au maximum ou qu'il le partage sur les réseaux. Mais, mais si ta question, c'est pourquoi on n'avait pas par exemple, un blog ou pourquoi on ne créait pas de contenu, etc., c'est qu'on malheureusement, on calculait, enfin, c'était très chronophage et ça nous ramenait peu de clients finalement. Ok. Donc vous aviez essayé ce type de canal-là, et puis finalement, c'était pas là où il y avait le plus Ouais, de. on a vraiment testé tous les canaux, même les sponsors de posts avec des influenceurs, tout ça. Enfin, on a vraiment tout testé. Ouais. Mais c'est que tu regardes en fait le ROI de chaque canal et puis au bout d'un moment, tu satures un canal. C'est-à-dire que Facebook, au bout d'un moment, je pense que tout le monde ici a déjà eu l'expérience de voir, moi ça m'énerve quand tu vois, je sais pas moi, 10 fois par semaine la même pub sur un réseau social, c'est chiant, quoi. Ouais. Et donc, ça veut dire que tu as peut-être saturé ton audience et il faut arrêter, ça ne sert à rien de dépenser plus dessus. Donc, il faut passer sur d'autres canaux. Justement, c'est quoi juste une dernière question là-dessus. Quels sont les signes qui font que, enfin, déjà combien de temps tu vas tester un canal? C'est-à-dire pendant combien de temps tu vas y tirer? Combien d'argent tu mets là-dessus?
Et quand est-ce que tu te dis j'arrête, ça ne marche pas? C'est quoi les signaux de… Alors déjà, l'argent que tu mets dessus pour saturer un canal, il faut mettre quand même plusieurs millions, je pense. Enfin, ça dépend des canaux, mais un Facebook, pour aller le saturer, il faut y aller. Sauf Ouais, si, non, pas forcément. Si tu vends quelque chose où tu cibles, je sais pas moi, les habitants de Nancy qui font du jardin, oui, bah, tu vas peut-être saturer ton canal avec quelques milliers d'euros. Mais on va dire que si tu fais un produit assez généraliste, je pense que la majorité des gens ici, c'est quand même des gros budgets parce que ça touche des grosses audiences. Et après, comment tu sais que ton canal est mauvais? C'est le principe de la grenouille dans de l'eau chaude. C'est-à-dire que c'est Google dans les années 2000. C'est-à-dire que tu mets une grenouille dans de l'eau froide, tu la chauffes à petit feu, elle meurt. Tu mets une grenouille dans de l'eau brûlante, elle s'en va tout de suite et elle survit. Et là, c'est pareil, c'est qu'il faut faire attention à ton canal. C'est quand il devient bouillant, quand il devient chaud et que tu perds de l'argent dessus parce qu'au début, tu commençais, je sais pas, c'était 5 euros le téléchargement, puis à la fin, ça coûte 40 et puis tu n'es plus du tout rentable. Il faut être assez intelligent pour l'arrêter. Et donc, c'est ça la clé. C'est en fait, on dit souvent que moi, je pense, j'ai ma théorie, je me trompe peut-être, mais que Facebook, par exemple, quand tu commences, ils ont tout intérêt à te faire un coût d'acquisition bas parce qu'ils veulent que tu commences. C'est la promo, quoi. Tu y vas, tu dis, ah, c'est cool, le client est pas cher. Et puis, au fur et à mesure, tu accélères. Et puis, quand tu augmentes tes budgets, c'est de plus en plus cher. Donc, c'est ça, il faut faire attention. Et je vois parfois des boîtes qui viennent nous voir pour un investissement et ils me disent, ah, on a testé, on a eu nos 5000 premiers utilisateurs via Facebook, ça coûte 30 centimes le download. Je vois encore 30 centimes le download, mais en vrai, dans le monde réel, si tu accélères et que tu appuies sur le bouton, 30 centimes le download, c'est impossible. Enfin, c'est beaucoup plus cher. Donc, en ok. fait, au début, quand tu as des petits budgets, quand tu dépenses quelques dizaines d'euros par jour, tu peux avoir une acquisition qui n'est pas très chère. Mais ça correspond, par exemple, à quelqu'un qui fait un petit side. Donc, on a dit pas de side, mais on peut quand même faire des sides. Si tu fais un side et que tu n'as pas besoin, enfin, ton but, c'est de faire une petite boîte qui te rapporte un salaire par mois, tu peux mettre un petit peu d'acquisition tous les jours et normalement, ton coût devrait rester bas. Ok, ok, ok. Le gros problème, en fait, c'est particulièrement quand, par exemple, tu lèves des fonds ou que tu as des attentes d'investisseurs et que tu veux aller prendre un marché. Et on le voit, par exemple, en France, tu as des boîtes, elles doivent prendre le marché. Donc, il n'y a plus du tout de logique économique d'acquisition. C'est métro, télé. Il faut vraiment bourriner, bourriner, bourriner pour être partout. Et donc là, tu n'as pas cette logique d'acquisition. Et donc, plus tu dépenses, normalement, plus c'est cher. Ok. Non, voilà, après, il y a des choix à faire en fonction des budgets, aussi des compétences qu'on a en interne. Toi, tu as un background financier, donc aussi les Excel, les ratios, est-ce que ça je gagne pas que ça? Il y a quand même aussi une bonne rigueur à avoir là-dessus pour savoir, pour sentir ces signaux, si j'ai bien compris. Enfin, quand même, il faut être… Après, nous, c'était pas que ça dans la boîte. Tu as une grosse partie, Ouais, comme je l'ai dit, c'est le produit. C'est-à-dire qu'il faut bosser sur un produit qui est cool, qui est beau. C'est le côté un peu. Je trouve pas que ce soit le côté. Enfin, c'est pas le côté le plus excitant de regarder des métriques toute la journée, de dire le panier moyen, machin. Hein. Ça, à l'app, c'est plus que ça. C'est imprimer des sourires, et c'est imprimer des beaux produits, d'avoir une belle enveloppe rose, de ouais, bosser sur tout ce produit-là. Mais malheureusement, pour grossir, sur des marchés comme l'Europe, qui reste quand même pas un marché, hein, parce que tu as des langues différentes. C'est compliqué. Enfin, quand tu passes je sais pas, dans les échos en France, l'allemand, il ne le sait pas, il ne l'a pas lu. Enfin, le marché américain est quand même beaucoup plus simple et plus gros. Et donc, quand tu es dans un petit marché comme l'Europe, tu es obligé de faire, en tout cas dans le business, on était obligé de faire l'acquisition. ok, ok, ok. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Il y avait des questions sur, enfin, du coup, je voulais orienter les questions sur la manière dont aujourd'hui les boîtes vont s'organiser, se structurer. Bon, là, tu l'as pas loupé, enfin, on est en deuxième confinement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas pu te recevoir à la IoT Valley. Mais comment, aujourd'hui, toi, tu vois l'organisation des boîtes, de celles que tu accompagnes? Donc, tu es investisseur dans plusieurs boîtes, regardez, des belles boîtes, Algolia, Payfit, etc. Bon, il y a des beaux mondes. Comment est-ce qu'eux, ils s'organisent? Comment est-ce que toi, tu vois l'organisation des boîtes en mode, ouais, on est obligé d'être chez soi? Est-ce que tu conseilles d'être des fois en présentiel? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois l'organisation d'une entreprise maintenant? Est-ce qu'il y a un changement fondamental? Moi, j'ai de la chance d'être investisseur dans beaucoup de boîtes tech. Donc, en fait, elles travaillent à distance, elles ont des ordis, elles arrivent à gérer le truc. Malheureusement, c'est pas vrai pour tout le monde. Tu vois, je suis aussi investisseur dans un restaurant. Lui, pour le coup, il est fermé et je pense je sais même pas s'il rouvrira un jour. Ouais. Mais dans la tech, oui, travailler à distance au maximum. Après, moi, je suis quand même pas partisan du complètement remote. Je trouve que le télétravail, c'est très bien, mais en fait, tu vois, pour quelqu'un qui répond aux clients, chez nous, c'était surtout des mères de famille et on avait trouvé des personnes qui voulaient une activité complémentaire, une source de revenus complémentaire, enfin,
complémentaires, mais gérer un peu leur planning comme ils veulent. Donc ça, c'est un certain type de personne. Elle n'a pas besoin forcément d'aller au bureau, mais je trouve que quand tu veux faire une app, innover sur l'expérience utilisateur, sur les produits, etc., enfin, le bureau, c'est quand même pas mal. Donc la méthode, il y a plein de boîtes qui annoncent des 100% de télétravail. J'attends de voir si ça dure. Nous, en tout cas, on avait quand même une grosse partie de l'équipe qui était au bureau. En ce moment, il n'y a pas le choix. Donc, c'est des périodes là qui disent qu'il va y avoir des vagues jusqu'en juillet de l'année prochaine. Donc, on va ouvrir, fermer, je l'espère pas. Mais si c'est ça, ben, télétravail, bureau et puis donner un peu plus de flexibilité à ses employés. Mais en tout cas, dans le digital, on est quand même vachement aidé parce qu'on a plein d'outils pour travailler à distance. C'est ça. Mais même dans la Silicon Valley, bon, je crois que c'est Twitter qui a fermé tous leurs bureaux. Ils ont fermé Twitter a fermé les bureaux. Il y en a plein, des Airbnb, Google. Ils ne retournent pas au bureau avant été 2021. Donc, mais après, enfin, il y a aussi des exemples de boîtes qui ont tout fait en remote, mais ça dépend de ta boîte. Je veux dire, tu as des boîtes qui sont assises sur des tas d'or. Je sais pas, ils sont bien référencés en SEO, le truc marche. En fait, il n'y a pas. Enfin, ça tourne. Malheureusement, heureusement, parfois, il y a des boîtes qui sont très simples à gérer. Enfin, tu peux avoir très peu d'employés et mettre tout le monde en remote et ça fonctionne. Ouais. Après, quand tu as un produit qui est un peu complexe, où tu dois te remettre en cause tout le temps, je sais pas, dans l'automobile, par exemple, les ingénieurs sur les voitures, ou dans l'aéronautique, elle est encore pire, vu qu'on parle à Toulouse. Non, Je pense que chez Airbus, bosser en remote 100%, ça va être compliqué, j'imagine. Ben, ouais, non, là c'est. Bon, tu regardes sur les news type. Bon, il y a de tout. Hein, tu trouves dans la tribune pour les journaux locaux ou Alternative économique ou quoi. Enfin, voilà, des articles d'opinion, analyse économique. Ben, il y a Airbus qui tousse, il y a tout Toulouse qui tremble. Voilà, c'est un peu le truc, quoi. Donc là, c'est compliqué parce qu'il y a tous les fournisseurs de rang 1, 2, 3, 4 qui veulent leur commande réduire. Donc, c'est vrai que là, on est dans l'industrie, quoi. Ça, on a encore du chemin à faire sur le numérique et sur le travail à distance, etc. Ouais. Non, mais après, l'humain aussi, ça dépend des gens. Je ne vais pas faire de stéréotypes, mais tu vois, il y a des devs qui sont très contents de travailler chez eux. Nous, on avait un dev qui n'était pas au bureau. Ouais. Et donc, tu as des personnes qui sont un peu plus solitaires et ils sont contents, ils ne veulent pas voir le monde. Ouais, non. Social. Et puis, allez, je refais un stéréotype, mais tu as des gens du marketing qui veulent voir des gens. Et en fait, tout le monde n'est pas fait pour télétravailler. Hein. Télétravail, je pense qu'on trie certaines personnes, donc il faut s'adapter à chacun. Non, c'est ça, mais je vois, des fois, je connais des gens, c'est des ayatollahs du présentiel, du coup, il faut absolument être là, etc. Puis, tu vois, on peut mettre de l'eau dans son vin, puis après, ça dépend des profils. Donc, OK. Il faut voir. Nous, je ne te cache pas que c'était un peu bizarre parce que j'étais un peu schizophrène. C'est-à-dire que j'avais une grosse partie de mon équipe qui était complètement remote. Et limite, on ne les voyait jamais au bureau. Ouais. Et on avait une partie des personnes qui étaient au bureau et ils n'avaient presque pas le droit de faire de télétravail. Enfin, ils en faisaient, mais quelques jours, mais ce n'était pas comme le télétravail qu'on voit aujourd'hui. Donc, mais c'est parce que on avait aussi une équipe qui était jeune. Peut-être que le télétravail aussi, il est bien adapté quand tu as des enfants pour avoir un truc dans ta vie. Enfin, et en tout cas, il y avait une espèce d'ambiance familiale au bureau et je crois que quand même l'équipe était contente de venir au bureau. Enfin, j'entendais quand ils revenaient de vacances, ils me disaient je suis content de revenir au bureau, donc ça fait plaisir à entendre toujours. Justement, toi, tu es quel type d'entrepreneur? Est-ce que tu es plutôt maintenant que tu as vécu cette aventure un peu rude avec la et puis donc c'était plutôt start-upper, on va dire. Est-ce que maintenant tu gérerais plutôt en start-upper ou plutôt en bon père de famille ton entreprise? Tu es quel type d'entrepreneur? Nous, on l'a clairement géré en bon père de famille parce qu'on avait une boîte rentable à la fin, c'était plus une PME qu'une start-up. Ouais. Je sais pas, la question, nous, on responsabilisait les employés, les équipes, on essayait qu'ils fassent le maximum eux-mêmes. Mais comme on a embauché des gens jeunes, ils ont eu besoin beaucoup de suivi. Donc, on a passé beaucoup de temps à aider nos équipes et à les former. Du coup, je suis content. Maintenant, ils ont tous, il y en a qui sont restés chez Anne, il y en a qui sont partis, ils ont tous des super boulots. Et on était plus partisans de recruter au fit. On recrutait des gens qui nous correspondaient, qui avaient nos valeurs, avec qui on savait qu'on allait pouvoir travailler long terme, plus que des gens sur la technique. Où on se disait que, en fait, de toute façon, dans le mobile, il y avait peu de personnes qui avaient la technique finalement. Comme j'ai dit, enfin, aujourd'hui, il y a plein de gens qui l'ont parce que mais en 2015, 2014, 2015, les gens dans la technique mobile, il y en avait peu. Voilà. Ok, alors on va faire juste deux dernières questions parce qu'après ça va être le temps des questions, je vois que le temps tourne. Il y en a qui se posent des questions, ils se disent, bon, ben en fait, souvent du chaos naissent les opportunités, voilà, c'est un peu le sujet. Est-ce que, voilà,
comment est-ce que toi, tu vois le lancement d'une boîte dans une période troublée et comment est-ce que tu vois l'émergence de nouveaux leaders? Parce que voilà, tu vois, pendant qu'il y a eu la crise des subprimes, par exemple, c'était en 2007-2008, tu as eu, d'énormes boîtes. Tu as eu Square qui s'est lancé, tu as eu Airbnb, etc., etc. Tu vois, est-ce que tu vois que c'est difficile, plus difficile de se lancer? Est-ce que l'entrepreneuriat, Je comment… sais pas, ce débat de la crise de 2008 qui a lancé des boîtes, je sais pas, c'est peut-être plutôt l'iPhone qui est sorti en 2008 qui a lancé pas mal de boîtes Ouais, ouais, et que Internet, la DSL avait commencé à être massif à partir de 2005 et donc je sais pas, il y aurait eu crise ou pas crise. Enfin, il n'y a pas eu de crise ces 5 dernières années et il y a eu encore plein de boîtes qui s'est créées. Donc je sais pas, je trouve que une crise c'est toujours compliqué. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui perdent leur emploi. Quand tu lances une boîte pendant une crise, bah, tu es plus stressé de pas trouver de boulot derrière si ça marche pas. Enfin, ça crée quand même de la complexité, quoi. Enfin, dire que la crise provoque des opportunités énormes et qu'il faut tout lâcher pour aller lancer un truc, bon, mais je l'espère, hein. Enfin, là, par contre, il se passe certaines choses. La crise qu'on a actuellement, elle a accéléré déjà le télétravail, on en a parlé longuement, mais après, elle accélère aussi le changement de comportement. Les gens, ils veulent plus de local. Après, est-ce que c'est massif ou est-ce que c'est une certaine partie de la population? On voit que le plan de relance, enfin, les plans de relance européens et américains sont quand même beaucoup axés sur l'environnement. Enfin, ouais. on verra avec qui sera président aux États-Unis. Mais en fait, oui, ça va accélérer des choses mais qui étaient déjà dans le pipe. C'est-à-dire que ça allait être fait dans tous les cas. Donc, on voit qu'en e-commerce, il y a une grosse accélération. Là, maintenant, vous pouvez plus acheter de vêtements au supermarché. Donc, forcément, les gens les commandent en ligne. Donc, ça va aider. Donc, Ouais. ça aide. Mais après, il faut voir aussi si les opportunités long terme. Enfin, parfois, là, je vois des startups, ils ont des chiffres de dingue entre mars et juin. Et on essaye quand même de voir, de challenger si ce n'était pas un effet Covid où tout d'un coup, il y a eu une explosion, puis après, ça retombe. Ouais. Voilà. Mais clairement, oui, il y a des opportunités en fait. Mais ce n'est pas forcément la crise, c'est que toute période, il faut regarder, je pense, plutôt les opportunités, c'est quand l'ordinateur est arrivé au début. Après, on a mis Internet sur l'ordinateur, la grosse opportunité, enfin, si on parle de digital. Puis après, on a eu le mobile, donc incroyable. Enfin, qui aurait cru en 2000 qu'on allait avoir des téléphones avec des écrans énormes en couleur, tactiles, où on pouvait accéder à Internet partout avec de la 4G. Et puis bah, là, qu'est-ce qui va arriver? Je pense qu'il y a peut-être aussi un retour aux sources. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir consommer local, voyager local. Enfin, j'ai essayé d'écrire moi, sur une note quel va être le monde de demain, qu'est-ce qui va changer. C'est quand même dur à dire hein, parce qu'il y a beaucoup de pays aussi. Enfin, je sais pas, en Chine, par exemple, je ne sais pas il va y avoir de gros changements. Effectivement, en France, on peut avoir tendance à croire que les gens peut-être iront moins au supermarché, peut-être qu'ils prendront moins l'avion, ils voyageront plus local, ils vont plus télétravailler, ils passeront peut-être plus de temps à la maison, à s'occuper de leur lieu où ils vont vivre, peut-être plus de temps au jardin. Enfin, c'est juste des idées, quoi. Mais on ne sait pas Là, si c'est des on hypothèses. Et attend de après, voir. derrière, tu C'est regardes des quels hypothèses. sont les problèmes qui sont Voilà. engendrés. Enfin, bref. Ok, je vais juste voir, il y a des questions qui ont été posées. Alors attends. Et Bah, après, je peux répondre à la dame qui a posé est-ce que mon expérience avec KPMG a été utile dans mon expérience entrepreneuriale? carrément, vas-y. Ouais, 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 oui, beaucoup. Parce que, en fait, en audit, c'est des boîtes ultra processées, hein, il y a une pyramide, donc on commence en bas, puis le but, c'est de monter. Et ce qui est bien, c'est qu'on apprend à parler aux clients. Donc, déjà, c'est des trucs qu'on n'apprend pas forcément en école, pardon. C'est de bien s'exprimer, de parler aux clients, on apprend les process. Comme j'ai audité des boîtes, en fait, l'audit, c'est pas que de l'audit financier, c'est aussi un audit de process. En fait, on fait un audit financier une fois que les comptes sont établis. Mais une grosse partie de l'année, on fait un audit de process. Donc, ça permet de voir comment les boîtes travaillent, comment elles sont organisées, comment elles se structurent, etc. Donc, ouais, c'était super enrichissant. Et ça apprend à gérer une équipe. Enfin, c'était modeste, hein, mais j'avais une petite équipe je sais plus, quand je suis parti senior, j'avais 4-5 personnes. Donc c'est cool, ça apprend à manager. Même si le management en vrai de grand groupe n'est pas le même qu'en startup, je vous donne juste un exemple, c'est-à-dire que chez la Lab, la directrice marketing, par exemple, c'est quoi c'est quoi sa suite, quoi, c'est quoi son évolution. Alors que dans un grand groupe, comme vous avez une pyramide, chez KPMG, vous êtes senior, vous passez manager, vous êtes manager, vous passez directeur, directeur, vous passez partenaire. Donc en fait, ils ont créé cette pyramide qui fait que le management est plus simple. Voilà. Ok. Alors, du coup, c'est pas moi, Arnaud Bessanier. Je pense que c'est parce qu'il y a des gens dans l'écosystème à qui j'ai passé mes logs de Zoom. Du coup, ils s'appellent tous Arnaud Bessanier. Mais il y a une autre question, c'est quelle décision, stratégique ou pas? Il fallait te loguer pour te connecter au Zoom, hein. C'était bizarre. Comment? Il fallait te loguer pour accéder au Zoom. C'est pour ça que j'avais une minute de retard. En fait, si tu n'étais pas logué sur Zoom, tu ne pouvais pas accéder au webinaire.
Ah, ok. J'ai dû. Écoute, c'est la première fois. La prochaine fois, je ferai attention. Je, Voilà. je regarderai avec plus de précaution. Mais bien, il y a une autre question. Donc, c'était quelle décision stratégique ou pas as-tu prise qui te semble fondamentale dans la réussite de ton aventure Lala Lab, pas La La Land, La définition de Land, c'est le l'objectif. film. Il y en a plein en fait. C'est d'avoir bien exécuté déjà. Enfin, l'exécution est vachement importante. Et après, en stratégie, ça a été de se focaliser mobile. À un moment, on a hésité à revenir sur le web, mais j'ai dit Uber, on ne peut pas commander un Uber sur le web. Enfin, pourtant, il y aurait une application. C'est-à-dire, si vous êtes au bureau ou que vous voulez un Uber, vous pouvez commander sur le web, mais il faisait que du mobile. Je pense qu'il fallait vraiment faire le pari d'aller 100% mobile. Et puis après, au niveau stratégie, ça a été de faire de l'acquisition payante. Et, comme je disais, sur un marché petit comme la France, on est obligé de faire de l'acquisition et de grossir. En fait, c'est un marché où si vous êtes petit, au bout d'un moment, vous faites sortir du marché par un gros. Donc, il faut atteindre une taille critique assez vite. Et l'acquisition payante, c'était clé pour ça. Ok. Je vois pas d'autres questions. Et Moi, après, il y a le recrutement aussi, enfin, Ah, on avait le recrutement aussi intéressant, c'est d'avoir la bonne équipe pour faire d'avoir comment dire, comme je disais tout à l'heure, la bonne app, la bonne équipe, tout ça, c'est important. vous êtes monté à 18 salariés, c'est ça, en interne? Puis ensuite, vous Oui, travaillez. ouais, c'est ça, ouais. C'était qui tes premiers salariés? Tu les as recrutés comment en fait? Premier, c'était un designer, parce que comme on n'en parle pas, là, on parle beaucoup de chiffres, mais en fait, l'expérience dans l'application est vraiment importante, c'est-à-dire même les produits, comment ils sont emballés, etc. Ça, c'est vraiment important. Et donc, un designer, et après, c'était un développeur mobile. Ok. Le designer, il venait d'où? Il avait quoi comme background? Il sortait d'école. On l'a pris en Ouais. sortie d'école. Donc vous Ouais, on parliez les a formés, en fait, comme je disais, on a formé beaucoup de gens et après, on a divisé la boîte en, en départements et après, on a essayé de mettre un responsable de chaque département. C'est-à-dire qu'il y avait un département support client, il y avait un département marketing avec la CTRM, enfin tout ce qui est envoi des mails, etc. Un département dev et, euh, et j'ai oublié un département dev, marketing. Non, j'ai fait le PA, tour. Je produit? crois que j'avais bien. Produit. Pardon, un département produit pour tout produit. Ouais, ok. Non, c'est intéressant quand même de siloter un petit peu, même si vous étiez 18, d'avoir au moins des pôles et puis voilà, de pouvoir au moins s'organiser de cette Non, mais du manière. coup, on faisait un meeting avec les managers. Enfin, par exemple, nous, on avait un meeting tous les lundis avec toute l'équipe. Comme on était peu, on pouvait encore se le permettre, avec un petit déjeuner. Et ça permettait de faire un meeting à mi-parcours le jeudi où on n'avait que les managers. Donc, ça peut aller plus vite. Enfin, oui, on a essayé de faire une organisation horizontale, comme ce qui est prôné dans certains livres. Mais au bout d'un moment, enfin, nous, on a trouvé que ça ne marchait pas. Enfin, c'est que c'est compliqué, en fait. Ça ne marche pas pour tout le monde. Les humains, en fait, ils ont besoin. Ouais, si, les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin qu'on les guide. Laisser quelqu'un tout seul, de ne pas savoir ce qu'il fait, et de trouver ses propres tâches, c'est compliqué. Donc, ils ont besoin d'avoir un management avec des personnes qui vont leur expliquer ce qu'ils doivent faire tous les jours. Je pense que c'est important. Ok. Il y a une question de Lorraine et de Angèle. Je te laisse les lire. Alors, comment as-tu testé puis validé ton business model sur la lab? Ben, en fait, c'est un business simple, c'est-à-dire qu'on savait quelle était la marge quand on vendait des photos. Elle n'était pas aussi bonne dans les calculs avant de le lancer que quand on l'a lancé, parce qu'avec les effets de volume, on paye moins de frais de port et on paye moins cher l'impression. Mais je ne sais plus, au début, on avait 40, 30, 35% de marge. Donc, on s'est dit, ça a l'air de tourner. Puis, on a regardé, on s'est dit, si on fait X clients, ça nous fait X de chiffre d'affaires. Donc, c'est comme ça qu'on l'a. Et comment on l'a testé? C'est en sortant une app le plus vite possible et en le faisant tester au début à des copains. Et puis après, on a eu un tout petit peu de presse et on a eu quelques. En fait, ce qui nous a rassuré, c'est de voir qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs et surtout qu'il y avait un repeat. On en a parlé au début, mais si les gens recommandent, c'est clé, quoi. C'est ce qu'il faut regarder. Mais c'est vrai que c'est compliqué de. Là, j'accompagne quelqu'un qui veut lancer un produit et, et c'est vrai que c'est compliqué de valider les hypothèses parfois, de savoir est-ce que le marché est assez gros, il y a déjà des concurrents, est-ce qu'on va réussir à reprendre des clients à ces concurrents, enfin, parfois les hypothèses sont vraiment compliquées à tester, surtout aujourd'hui parce qu'il peut y avoir des secteurs qui sont très très encombrés. Par exemple, la lessive aujourd'hui, c'est hallucinant, il y a une marque de lessive qui sont toutes les semaines. Et donc de savoir si on va pouvoir, ok, le marché de la lessive est énorme, je crois que c'est presque 1 ou 2 milliards en France, mais est-ce qu'on va pouvoir récupérer des parts de marché? Est-ce que la consommation elle est plutôt en supermarché, enfin en physique que online? Enfin, il y a plein de choses. Donc, ouais, ça peut.
pas été évident, mais en tout cas, si le marché est assez… Enfin, si tu fais une hypothèse et que tu dis que le marché il fait 5 millions, il y a un problème parce que c'est un tout petit marché. Il faut quand même viser des marchés assez gros et idéalement avoir de la marge pour avoir un peu de flexibilité pour ton acquisition. Et idéalement aussi avoir il faut trouver des produits qui se repeat. D'avoir quelqu'un qui commande une fois et qui ne recommande jamais, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et avec un panier moyen, si possible, élevé, parce qu'en e-commerce, tu as beaucoup de… Voilà, je parle que e-commerce, mais tu as beaucoup de frais de port, quoi. Les frais de port, c'est une grosse partie, même si ça a beaucoup réduit ces dernières années. On va dire que tu as quand même un coût plus ou moins incompressible de 3-4 euros, quoi. Et pour lancer une idée d'appli aujourd'hui, quel est le minimum à faire? Le minimum à faire, trouver le dev, faire de la pub. Faire de la pub, c'est accessoire, mais il faut mieux qu'elle soit téléchargée. Mais le minimum, c'est de trouver un dev. Après, il y a des outils de no-code maintenant, donc on peut créer des apps plus facilement qu'avant, un peu moins cher. Ça dépend du type d'appli. Mais idéalement, avoir un dev, c'est pas mal, ou alors la faire sous-traiter à une agence ou à des devs externes. Maintenant, il y a plein de freelances qui font ça, hein. Donc, j'ai des copains qui ont lancé des apps, ils les ont sous-traités. Voilà. Ok. Merci Lorraine. Euh, Mais il y a quand même un minimum de coût quoi, pour lancer une app aujourd'hui. Comme il faut un beau design, donc il faut au moins prendre un freelance en design, il faut prendre un dev. On va dire que c'est quelques milliers d'euros quand même pour lancer une app aujourd'hui. C'est un minimum, quoi, parce qu'on peut… Après, ça dépend. Enfin, si vraiment c'est quelque chose qui va rendre service, j'en sais rien, peut-être dans le médical, un truc ultra spécifique où les gens ils s'en foutent un peu du design, pourquoi pas, mais quelque chose de grand public, il faut un petit peu d'argent. Et aurais-tu des insights pour débloquer des situations d'inertie en B2B grand compte à cause de la situation actuelle ou trouver des premiers clients? Ah non, c'est une autre question. Non, B2B grand compte, c'est compliqué parce que les grosses boîtes, elles commencent à rentrer dans les logiques de restriction de coûts, donc parfois ça bloque quand même. Ça, je ne peux pas trop aider en B2B là. Ouais, c'est une situation qui est un petit peu complexe. Je sais qu'il y a les startups qui vendent sur B2B vendent encore beaucoup. Elles font encore beaucoup de chiffres. Ça marche bien. Elles n'ont pas été trop impactées du Covid. Par contre, quelqu'un, c'est clair, je ne sais pas, qui vend du B2B à de l'hôtellerie ou de la restauration, aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Donc, je ne sais pas trop comment répondre à cette question de comment débloquer les situations d'inertie parce que c'est plus au niveau des groupes que ça bloque, quoi. Parce que je pense qu'ils ont ils publient encore des résultats qui sont forts. Là, il y a eu des annonces du troisième trimestre de résultats aux US et en France, donc les résultats sont très bons. Mais parce qu'eux aussi, ils réduisent leurs coûts et ils se préparent à sûrement la crise qui va arriver l'année prochaine. Et où trouver les premiers clients? Le mieux, c'est les amis et la famille, mais bon, c'est pas énorme, hein. C'est toujours un petit réseau. Après, il y a les forums, toujours trouver ce genre de trucs. Et puis après, je pense qu'il est bien de tester avec peu de clients au départ pour avoir beaucoup de feedback et d'améliorer. Faut pas. Il y a une phrase qui dit il faut avoir honte de son produit quand on le lance. Ça, je suis d'accord. Mais il ne faut pas appuyer sur le bouton et faire une grosse campagne marketing si le produit n'est pas fini parce que les gens aujourd'hui sont tellement inondés de nouveaux projets, de nouveaux produits, de plein de trucs que si vous lancez quelque chose qui n'est pas bien, en fait, vous avez une chance pour aller rattraper les clients, ça va être impossible. Donc, si vous faites un gros bruit, vos trucs ne marchent pas, c'est un peu dommage. Donc, il faut mieux tester avec des premiers clients, donc famille, amis, réseau, machin, etc. Et puis après, faire de la pub. Malheureusement, soit vous arrivez à faire quelque chose avec la presse, les gens qui parlent de vous, etc. Ou je sais pas, comme un Respire, par exemple, qui a réussi, je ne sais pas si vous connaissez les déodorants Respire. Ouais. Elle a réussi à faire plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires par mois sans publicité parce qu'elle a été repris à fond sur les réseaux sociaux et tout. Mais bon, reproduire un Respire aujourd'hui, c'est très compliqué, quoi. C'est mon avis perso, mais c'est beaucoup de chance. Ouais. Parce que tout le monde, je pense qu'il y en a plein qui essayent de faire la com qu'elle a faite et ça a marché pour elle. Elle a été bien reprise, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Après, elle avait une histoire personnelle également, hein. Il y avait Ouais, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont des histoires personnelles, etc. Enfin, c'est un peu. Je dis souvent, la com, la communication par rapport à du marketing pur d'acquisition où on dépense sur Facebook, la com, c'est un peu aléatoire, quoi. Est-ce que les journalistes aiment bien quand vous parlez? Est-ce qu'ils vous font parler? Est-ce qu'ils vous invitent? Est-ce que les réseaux sociaux, l'algo fait que ça passe bien, etc. Enfin, c'est quelque chose que si on arrive à le craquer, tant mieux, mais c'est pas évident. Et penses-tu que te lancer dans l'impact avec une orientation B2C ou agnostique, penses-tu te lancer dans l'impact avec une orientation B2C ou agnostique ou tu écoutes tout?
je suis assez ouvert, je regarde beaucoup de choses. Je pense que j'aime bien les logiques business quand même parce qu'on est dans un monde malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, mais je veux dire, pour avoir plus d'impact, il faut un vrai business derrière. Et si on arrive à faire un produit avec un vrai business model, et ben ça permet de changer plus de choses. Donc je regarde beaucoup la finance verte en ce moment. C'est vraiment le sujet qui me tracasse d'avoir de l'investissement vert et d'aider les gens de réorienter en fait tout le capital vers des causes plus nobles. Et d'où l'autre question, où trouver des investisseurs? Ben, via le réseau, encore une fois. Enfin, les investisseurs commencent à être connus aujourd'hui. J'imagine qu'il y a des Excel qui traînent. Il y a On un gros reçoit beaucoup de Excel dossiers comme ça. qui vient d'être partagé par, je ne sais plus, la Tribe ou quoi, sur toute la liste des invests qui ont été répertoriés en Ouais, voilà. Donc, je pense qu'il y a les emails, il y a tout. Enfin, je DBA. pense que c'est assez facile comme ça. Puis après, il y a les fonds. Ouais. Mais ouais, je trouve qu'il faut faire attention aussi à Friends and Family. Alors, si vous avez des familles très riches qui veulent investir chez vous, tant mieux. Mais nous, par exemple, on a eu des copains qui ont voulu investir chez nous, on les a refusés parce qu'en fait, c'est pas eux de prendre le risque, c'est pas du business angel. Donc, un copain qui perd 10 000 euros, s'il perd la moitié de ses économies, c'est dommage, quoi. Donc, nous, on a essayé de pas trop utiliser ce levier. On l'a même pas du tout utilisé, en fait, hein. On a préféré prendre des vrais investisseurs. Et une autre question, aurait-il possible de créer un modèle économique basé sur l'abonnement chez la Lab? Ouais, ouais, forcément. Il y a des modèles américains qui font de l'abonnement, qui marchent plutôt bien. Après, moi, j'ai jamais été trop fan de l'abonnement, c'est-à-dire où on t'oblige à recevoir un truc tous les mois. Enfin, en fait, dans ma vie perso, je suis quelqu'un qui consomme peu et j'essaye de consommer que ce dont j'ai besoin. Et l'abonnement, c'est un peu quand même forcé à la consommation. Donc, dans le SaaS ou dans l'abonnement, on va dire, digital, Netflix ou autre, finalement, il n'y a pas un gros impact. Mais là, aller envoyer un livre photo automatiquement tous les mois alors qu'on n'en avait pas forcément besoin, je n'étais pas trop fan. Mais je pense qu'il y a un vrai business là-dedans. Enfin, il y a des Américains qui l'ont craqué, surtout sur le livre photo et sur l'envoi de photos. Voilà. Ok. Pour la dernière question d'Angèle, je crois que c'était une demande directe. Euh, Est-ce que tu accompagnes Est-ce que j'accompagne ceux qui veulent se lancer? Bah, ouais, j'ai investi dans une vingtaine de boîtes, donc je les ai accompagnés. Il y en a maintenant qui sont un peu plus grosses. Euh, Après, j'essaie d'accompagner idéalement que les startups dans lesquelles j'investis parce que ça prend du temps. Et si tu veux un bon accompagnement, c'est mieux de le faire en plus quand tu as un enjeu financier, on va dire, parce que t'es un peu dans le même bateau et du coup, tu conseilles mieux. Et je préfère accompagner peu, mais bien. Voilà. Mais après, je suis ouvert quand on me demande quelque chose. Ok, excellent. Ben, écoute, il est 14 heures. On va clôturer ce meet-up. Alors, Jérémy, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté donc l'invitation. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je pense que ça a fait plaisir à tout le monde d'avoir au moins une réponse sur leur interrogation personnelle. Et puis, bon, ben, alors, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bon week-end. Jérémy, j'espère qu'on aura l'honneur de te recevoir à la Yoti Valley, on verra. Mais en tout cas, Ah oui, Toulouse, ça fait longtemps que je suis pas allé. J'aimerais bien revoir la ben ville. ouais, C'est une ouais, belle écoute, ville. au plaisir, la prochaine fois que tu passes, et on se fera une bouffe avec les fondateurs. J'espère que le Covid sera terminé d'ici là. Voilà. Ça marche. Croisez les Merci. doigts. Merci, Jérémy. Merci. Bonne journée. Au revoir.